we were touring, and excuse me. He underwent 2 operations and 6 weeks of radiation. Celine took 2 years off to care for her husband. When something like this happened to you, Le silence de la maison n'avait plus rien de paisible. Dans les couloirs immenses de Las Vegas, chaque bruit semblait désormais déplacé, presque intrusif. Le froissement d'un rideau au petit matin, le verre laissé sur un comptoir de cuisine, les pas étouffés d'un enfant réveillé trop tôt, tout rappelait une absence devenue plus lourde que la présence elle-même. Le 14 janvier 2016, lorsque Céline Dion perd René Angélil, ce n'est pas seulement l'homme de sa vie qui disparaît, c'est l'architecture entière de son existence qui se fissure en silence. Pendant des décennies, il avait été partout, derrière la scène, derrière les décisions, derrière les regards rassurants échangés juste avant qu'une lumière s'allume et qu'une salle entière retienne son souffle. Après lui, il reste la musique, les enfants, les obligations. Mais il n'y a plus ce regard-là. Et certains vides changent la texture même du temps. Les semaines qui suivent ressemblent à une longue traversée sans horizon. Devant les caméras, Céline Dion tient debout avec cette élégance presque irréelle qu'ont parfois les êtres en plein effondrement intérieur. Elle parle doucement, remercie, sourit parfois, puis soudain sa voix se casse au milieu d'une phrase comme si un mot avait réveillé quelque chose d'insupportable. Elle continue de parler de René au présent. Non par refus de la réalité, mais parce qu'une partie d'elle refuse encore d'habiter un monde où il n'existe plus. Les nuits deviennent les plus difficiles, 3 heures de sommeil, parfois moins. Elle se réveille avec cette sensation étrange d'avoir oublié quelque chose d'essentiel dans un rêve inaccessible. Alors elle marche seule dans la maison, traverse les pièces plongées dans la pénombre, écoute presque malgré elle le silence respirer autour d'elle, et dans ce silence, une idée commence à prendre toute la place. Chanter sans lui n'a plus de sens. Peu de gens comprendront à quel point elle a été proche d'abandonner la scène définitivement. Pour le public, la musique était son royaume. Pour elle, c'était aussi le territoire de leur amour. Chaque note portait encore l'empreinte de René. Chaque concert semblait désormais ouvrir une blessure au lieu de la refermer. Pourtant, contre toute attente, c'est précisément là que quelque chose commence lentement à survivre. Lorsqu'elle remonte sur scène à Las Vegas, elle croit entrer dans un espace devenu étranger. Mais au fil des chansons, elle sent autre chose, pas le bonheur, pas encore, plutôt une présence humaine immense, presque physique. Le public n'applaudit plus seulement une star mondiale, il soutient une femme brisée qui tente de respirer à nouveau sans l'homme qu'elle aimait. Et ce soir-là, sous les projecteurs qu'elle croyait devenus cruels, Céline Dion comprend peut-être pour la première fois depuis des mois qu'il existe une différence entre survivre et continuer malgré tout à avancer. Partie 2, à la maison pourtant, rien ne redevient simple. Les applaudissements restent enfermés derrière les portes des théâtres et lorsqu'elle rentre tard dans la nuit, il ne reste plus que cette fatigue immense qui colle à la peau des gens endeuillés trop longtemps. Dans la cuisine silencieuse, les lumières tamisées dessinent encore les mêmes ombres qu'autrefois. Les photos de famille n'ont pas bougé. Le rire de René semble parfois suspendu dans certains objets, dans certaines habitudes qu'elle n'a jamais eu le courage de modifier. Céline Dion continue de vivre entourée de souvenirs comme on habite une maison après un incendie. Les murs tiennent encore debout, mais tout porte discrètement l'odeur de ce qui a brûlé. Ce sont ses enfants qui l'empêchent de sombrer complètement. Elle s'accroche à eux avec une détermination presque instinctive. Les jumeaux sont encore trop jeunes pour comprendre la profondeur du vide laissé par leur père, mais ils sentent l'absence dans les silences de leur mère, dans sa manière de regarder parfois au loin sans entendre ce qu'on lui dit. René Charles, lui, observe tout avec une maturité qui la bouleverse. Il voit les nuits sans sommeil, les repas qu'elle oublie, les moments où elle sourit pour rassurer tout le monde alors qu'elle semble déjà ailleurs intérieurement. Alors Céline Dion s'impose une discipline presque militaire, préparer le petit déjeuner, accompagner les devoirs, rire quand il le faut, tenir debout coûte que coûte. Elle veut offrir à ses fils une continuité, la preuve que l'amour de leur père existe encore quelque part dans la manière dont ils continuent à vivre ensemble. Mais au milieu de cette reconstruction fragile, le monde extérieur ne cesse jamais vraiment d'entrer dans sa vie. Chaque apparition publique déclenche des rumeurs. Un conseiller qui l'accompagne, un ami aperçu à ses côtés, un musicien avec qui elle échange quelques mots, et immédiatement les titres surgissent. Elle tourne la page, elle aime à nouveau, elle oublie René. Elle ne répond presque jamais.
Non par stratégie, mais parce qu'elle considère encore l'amour comme un territoire sacré, inaccessible aux commentaires et aux spéculations. Ce qu'elle ressent appartient à une zone intime que personne ne peut comprendre depuis l'extérieur. Pendant longtemps, elle croit même que rouvrir son cœur serait une forme de trahison, comme si aimer de nouveau risquait d'effacer la seule histoire qui est réellement comptée dans sa vie. Puis la maladie arrive, lentement d'abord, une douleur inhabituelle, des muscles qui se contractent sans prévenir. Des gestes autrefois naturels qui deviennent soudain difficiles. Et un jour, le diagnostic tombe avec cette brutalité froide propre aux vérités médicales, le syndrome de la personne raide. Une maladie neurologique rare, imprévisible, douloureuse. Pour une femme qui a toujours vécu par le souffle, la maîtrise du corps et la puissance de la voix, l'annonce ressemble à une seconde perte. Les journées se remplissent désormais de traitements, de séances de rééducation, d'épuisement physique. Certains matins, se lever devient déjà une victoire. Pourtant, dans cette fragilité nouvelle, quelque chose d'inattendu commence à apparaître, une vérité discrète, presque honteuse au début. Malgré la douleur, malgré le deuil, malgré les années passées à se protéger, son cœur, lui, n'est peut-être pas complètement éteint. Partie 3. Cette découverte ne ressemble pas à une révélation soudaine. Elle arrive par fragments, presque en silence, comme ces premiers rayons d'hiver qui traversent une pièce sans qu'on remarque immédiatement que la lumière a changé. Pendant longtemps, Céline Dion continue de croire qu'elle ne fait que tenir debout mécaniquement. Les traitements rythment désormais ses journées. Les crises musculaires surgissent sans prévenir. Certains soirs, la douleur lui coupe littéralement le souffle et transforme le moindre mouvement en effort immense. Pourtant, au milieu de cette fatigue physique, elle commence à ressentir quelque chose qu'elle n'attendait plus, le besoin d'être comprise autrement que par la compassion. Autour d'elle, de nouvelles personnes entrent progressivement dans son quotidien, des thérapeutes, des coachs vocaux, des collaborateurs plus jeunes, des accompagnateurs chargés de l'aider à traverser cette période devenue incertaine. La plupart restent à distance respectueuse. D'autres, sans même le vouloir, apportent un peu plus que de l'aide professionnelle. Ils parlent avec elle sans prudence excessive. Ils ne la regardent pas uniquement comme une légende blessée ou une veuve éternelle, et cette différence change tout. Depuis des années, le monde entier semblait contempler Céline Dion à travers le filtre du drame, la femme qui avait perdu l'amour de sa vie, puis une partie d'elle-même avec la maladie, mais certains regards ne contiennent ni pitié ni fascination. Seulement une présence calme. Une attention sincère, quelque chose de simple qu'elle avait presque oublié reconnaître. Un soir d'automne, après une séance de rééducation particulièrement éprouvante, elle reste longtemps assise seule dans sa cuisine. Les lumières au quai sont basses, la maison dort déjà, son corps lui fait mal au point de lui donner l'impression d'avoir vieilli de plusieurs années en quelques mois seulement. Devant elle, une tasse refroidit lentement tandis qu'elle fixe le vide sans penser réellement à quoi que ce soit. Et puis, presque malgré elle, une idée traverse son esprit. Pas une décision, pas même un désir clairement formulé, seulement une possibilité fragile. Peut-être qu'un jour, elle pourrait encore aimer quelqu'un. La pensée la surprend immédiatement. Elle éprouve même une forme de culpabilité instinctive, comme si son cœur venait de franchir une limite invisible qu'elle s'était imposée depuis la mort de René. Pourtant, cette fois, elle ne repousse pas complètement cette sensation. Elle la laisse exister quelques secondes de plus. C'est précisément là que quelque chose commence réellement à changer. Céline Dion comprend peu à peu que la fidélité ne signifie pas l'immobilité, que préserver la mémoire d'un amour immense n'oblige pas à condamner tout le reste de sa vie au silence émotionnel. Cette vérité ne guérit pas le deuil. Elle ne supprime ni les larmes ni les jours de fatigue extrême, mais elle ouvre une brèche minuscule dans cette forteresse intérieure où elle s'était enfermée pendant des années, et parfois les bouleversements les plus profonds commencent exactement ainsi, non pas dans les grandes déclarations, mais dans une pensée discrète qu'on ose d'abord avouer à personne. Partie 4. Quelques mois plus tard, cette brèche fragile commence à prendre une forme plus concrète, presque imperceptiblement. Rien de spectaculaire, aucun coup de foudre, aucun moment écrit comme dans les films, seulement une suite de circonstances modestes qui, mises bout à bout, finissent par déplacer quelque chose au fond d'elle. Lors d'un gala caritatif organisé à Los Angeles, Céline Dion hésite longtemps avant de confirmer sa présence. Les déplacements lui coûtent davantage désormais, son corps reste imprévisible. Et surtout, le monde extérieur lui paraît encore épuisant, saturé de regards, d'attentes et de projections. Mais ses proches insistent doucement.
Ils veulent la voir revenir vers la vie, même par petites touches. Alors, elle accepte. Ce soir-là, elle apparaît avec une élégance discrète, presque retenue. Pas la silhouette spectaculaire des grandes tournées, mais celle d'une femme qui ne cherche plus à impressionner. Dans la salle, les conversations se croisent, les verres s'entrechoquent doucement, les flashs éclatent par intermittence. C'est au milieu de ce bruit mondain qu'elle remarque un homme resté légèrement à l'écart du cercle des célébrités, un réalisateur franco-canadien passionné par les récits humains et les documentaires musicaux. Il parle avec calme de la vulnérabilité des artistes, de cette pression constante qui finit parfois par détruire ceux que le public croit invincibles. Céline Dion s'approche presque sans réfléchir, attirée moins par lui que par la manière dont il observe le monde. Vous parlez de fragilité comme d'une force. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? Demande-t-elle doucement. Il se tourne vers elle sans théâtralité, sans ce mélange d'admiration nerveuse auquel elle est habituée depuis toujours. Je crois que les artistes deviennent vrais lorsqu'ils cessent d'avoir peur d'être vus tels qu'ils sont. Et vous l'avez montré au monde mieux que presque personne. La phrase est simple, presque banale, pourtant elle reste suspendue quelque part en elle longtemps après leur conversation, parce qu'il ne parle ni de son succès, ni de sa légende, ni de la femme mythique que le monde projette sur elle. Il parle de son humanité, ils discutent 10 minutes, puis 20, puis près d'une heure, sans vraiment voir le temps passer. Elle évoque la musique, la fatigue, parfois même le silence qui accompagne certaines douleurs. Lui écoute davantage qu'il ne parle. Et lorsqu'elle quitte la réception ce soir-là, Céline Dion ressent quelque chose qu'elle croyait disparu depuis longtemps. La curiosité sincère de revoir quelqu'un. Les jours suivants, quelques messages sont échangés. Rien qui ressemble encore à une histoire d'amour. Il parle de cinéma, de création, de livres, parfois simplement d'une chanson entendue tard dans la nuit. Il n'essaie jamais d'impressionner. Il laisse de l'espace dans les conversations, respecte ses silences, ne pose aucune question intrusive sur René ou sur sa maladie. Et pour une femme qui a passé des années à se sentir observée, commentée, interprétée, cette simplicité agit comme un refuge inattendu. Sans même s'en rendre compte, son cœur commence doucement à sortir de l'hiver où il s'était enfermé. Partie 5, il se revoit d'abord à Montréal, puis quelques semaines plus tard à New York, toujours discrètement. Jamais dans les lieux où l'on attend les célébrités, de petits ou restaurants presque anonymes, des salons privés, parfois simplement une promenade tardive après un événement officiel. Céline Dion avance avec prudence comme quelqu'un qui teste la solidité d'un sol longtemps resté fragile sous ses pieds. Elle ne cherche pas encore à définir ce qu'elle ressent. Peut-être parce qu'elle sait qu'à partir du moment où un sentiment reçoit un nom, le monde entier commence aussitôt à vouloir le juger. Avec lui, pourtant, quelque chose diffère profondément de tout ce qu'elle redoutait. Il ne cherche jamais à prendre de place dans sa vie. Il comprend instinctivement que certaines blessures demandent du silence plus que des réponses. Certains soirs, il parle pendant des heures. D'autres fois, il reste simplement assis sans éprouver le besoin de combler chaque vide. Pour Céline Dion, cette tranquillité nouvelle est presque déstabilisante. Pendant des années, elle avait associé l'amour à une intensité immense, fusionnelle, absolue. Ce qu'elle découvre ici ressemble davantage à une présence calme, patiente, capable d'exister sans envahir. Mais avec les célébrités mondiales, l'équilibre ne dure jamais longtemps. Un soir de mars, alors qu'ils sont installés à la terrasse d'un café new-yorkais presque désert, un photographe les aperçoit. L'image est simple. Céline Dion rit sincèrement, légèrement penchée vers lui, la main posée contre sa joue dans un geste inattentif. Quelques heures plus tard, la photographie fait le tour du monde. Les chaînes d'information s'emballent, les réseaux sociaux explosent. Un nouvel amour après René. Oh, l'homme mystérieux qui redonne le sourire à Céline Dion. Et très vite, le débat glisse ailleurs. L'âge, lui est plus jeune. Alors, les jugements deviennent plus violents, presque cruels parfois. Certains célèbrent son droit au bonheur. D'autres parlent de trahison, d'irrespect, comme si le deuil devait condamner une femme à rester figée pour toujours dans la douleur. La brutalité de cette exposition la secoue profondément. Parce qu'au fond, rien n'est encore clair pour elle-même. Elle ignore si ce qu'elle ressent est déjà de l'amour ou simplement le soulagement immense de ne plus se sentir seule face à la vie. Et soudain, le monde semble exiger une réponse immédiate à une question qu'elle n'a pas encore eu le temps de se poser intérieurement.
Pendant plusieurs jours, elle s'éloigne un peu, submergée par cette peur ancienne, celle de blesser la mémoire de René, celle de décevoir ses enfants, celle d'être regardée comme une femme ayant oublié trop vite. Puis un message arrive. Simple, presque fragile dans sa sincérité. Je suis désolé pour tout ce bruit autour de nous. Si vous préférez qu'on arrête de se voir, je comprendrai. Mais sachez que ce que j'apprécie chez vous n'a rien à voir avec les caméras. Céline Dion réélit ces mots plusieurs fois dans le silence de sa chambre et quelque chose se détend enfin en elle parce que pour la première fois depuis très longtemps, quelqu'un ne lui demande rien, ni promesse, ni définition, ni rôle à jouer, seulement la possibilité d'exister telle qu'elle est devenue, fragile, fatiguée parfois, encore blessée, mais profondément vivante. Partie 6, la tempête médiatique aurait pu tout arrêter. Pendant quelques jours, Céline Dion envisage même de couper le contact, non parce qu'elle ne ressent rien, mais précisément parce qu'elle commence à ressentir trop de choses à la fois. La peur revient brutalement, pas la peur d'aimer, celle de trahir. Depuis la mort de René, elle avait construit autour de son souvenir une fidélité presque sacrée, comme si continuer à souffrir était devenu une manière de lui rester liée. Alors, voir son propre visage affiché partout aux côtés d'un autre homme provoque en elle un vertige profond. Les commentaires lui parviennent malgré elle. Certains sont tendres, d'autres d'une violence inattendue, une femme de son âge avec un homme plus jeune. René mérite mieux que ça. Comme si le monde avait décidé qu'une veuve devait choisir entre la mémoire et la vie. Lui pourtant ne disparaît pas sous la pression. Il ne réclame aucune explication. Il ne dramatise rien. Il reste présent avec cette discrétion presque désarmante qu'il avait touchée dès leur première rencontre. Et un soir, alors qu'une crise musculaire particulièrement brutale la laisse incapable de se lever correctement, il est là sans héroïsme. Sans grande phrase. Il ferme simplement les rideaux pour atténuer la lumière qui lui fait mal aux yeux, lui apporte de l'eau, reste assis près d'elle pendant que la douleur traverse son corps par vagues silencieuses. À l'aube, épuisée, Céline Dion le regarde longtemps avant de murmurer, presque malgré elle, « Pourquoi tu restes ?»« Tiens, bien, beauté, n'est-ce pas, hein, ça y a... » Tu sais que ma vie est compliquée, très compliquée. Il baisse les yeux quelques secondes, puis répond doucement « Parce que je tiens à toi, pas parce que c'est facile. » Cette phrase la bouleverse plus qu'elle ne veut l'admettre, parce qu'elle comprend soudain la différence entre être admiré et être choisi. Pendant des décennies, le monde entier avait aimé l'icône, mais ici, dans cette pièce silencieuse où la douleur l'a rendue vulnérable, quelqu'un choisit de rester précisément lorsqu'elle ne ressemble plus à l'image parfaite que le public attend d'elle. Et pourtant, malgré cette évidence intime qui commence à naître entre eux, un autre combat continue de la déchirer intérieurement. Ses enfants, pendant longtemps, elle garde cette relation dans une zone floue, presque invisible, non pour cacher une faute, mais parce qu'elle redoute le regard de ses fils plus que celui du monde entier. Elle craint qu'ils pensent qu'elle efface leur père, qu'ils voient dans cette présence nouvelle une menace contre la mémoire familiale qu'ils partagent encore tous ensemble. Puis un soir, dans la maison de Las Vegas, quelque chose bascule enfin. Il regarde de vieilles vidéos familiales. René apparaît à l'écran, riant dans une cuisine, tenant les jumeaux encore enfants dans ses bras. L'émotion serre immédiatement la gorge de Céline Dion. Elle détourne légèrement le regard pour cacher ses larmes. C'est alors que René Charles prend doucement la télécommande et coupe le son. Le silence qui suit semble suspendre le temps lui-même. Maman, tu as le droit d'être heureuse aussi. Sa voix est calme, c'est adulte, incroyablement douce. Papa voudrait que tu vives, pas que tu survives. Les jumeaux acquiescent timidement à côté de lui. Et pendant quelques secondes, Céline Dion reste incapable de parler. Parce qu'elle réalise soudain quelque chose d'essentiel. Ceux qu'elle cherchait désespérément à protéger craignaient surtout de la voir disparaître lentement dans sa propre tristesse. Ce soir-là, une partie de sa culpabilité commence enfin à tomber. Pas complètement, mais assez pour qu'elle ose envisager, pour la première fois depuis 9 ans, que continuer à aimer ne signifie peut-être pas abandonner le passé, seulement accepter de continuer à vivre avec lui. Partie 7. Pendant longtemps, le silence avait été son refuge. Tant qu'elle ne disait rien, Céline Dion avait l'impression de protéger ce qu'elle vivait encore maladroitement à l'intérieur d'elle-même. Mais avec le temps, ce silence commence à se transformer en prison.
Chaque apparition publique nourrit de nouvelles spéculations. Chaque photographie volée devient une histoire réinventée par d'autres. On parle d'elle sans elle. On décide à sa place de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle devrait faire, de ce qu'une femme veuve depuis 9 ans est supposée avoir le droit de vivre ou non. Et peu à peu, une fatigue différente s'installe, non plus celle du corps malade, mais celle de devoir constamment cacher une lumière qu'elle commence enfin à laisser entrer dans sa vie. Alors, elle accepte une interview. Pas un grand show télévisé, pas une mise en scène spectaculaire, seulement une conversation calme, presque intime, tournée dans un studio aux lumières douces, où rien ne semble vouloir arracher des confidences artificielles. Lorsqu'elle arrive, elle paraît plus fragile qu'autrefois, mais aussi étrangement plus apaisée, comme si les années de douleur avaient retiré quelque chose d'inutile autour d'elle. La journaliste évite les détours inutiles. Après quelques minutes, la question tombe simplement. Avez-vous retrouvé l'amour ? Le silence qui suit n'a rien d'un effet dramatique. Céline Dion baisse légèrement les yeux, inspire lentement, puis répond avec cette sincérité nue qui a toujours bouleversé son public davantage que n'importe quelle performance vocale. Je n'ai pas retrouvé l'amour, mais j'ai retrouvé la possibilité de sourire avec quelqu'un. Et parfois, c'est déjà immense. La phrase fait le tour du monde en quelques heures. Certains y voient une confirmation officielle. D'autres seulement la confession d'une femme encore fragile qui tente de réapprendre le bonheur, mais derrière les débats, quelque chose d'essentiel vient de se produire. Pour la première fois depuis la mort de René, elle a cessé de demander silencieusement pardon d'être encore vivante. Les réactions restent violentes par moments. Les réseaux sociaux se divisent. Certains admirent son courage, d'autres continuent de parler de trahison, d'âge, de morale, comme si l'amour féminin devait encore obéir à des règles invisibles que personne n'impose vraiment aux hommes. Mais cette fois, le regard du monde atteint moins profondément Céline Dion, parce qu'entre-temps, quelque chose s'est consolidé en elle. Elle comprend désormais que personne ne remplacera jamais René. Aucun nouvel amour ne pourra effacer ce qu'ils ont construit ensemble, ni les années, ni les sacrifices, ni cette relation fusionnelle qui a façonné toute sa vie. Et justement, pour cette raison, elle n'essaie plus de comparer. Ce qu'elle vit aujourd'hui appartient à une autre saison de son existence. Plus calme, plus fragile peut-être, mais profondément vrai. Quelques semaines plus tard, à Paris, loin des grandes cérémonies et des tapis rouges, elle marche dans une rue presque vide au bras de cet homme que le monde continue d'observer avec curiosité. Il lui prend doucement la main lorsqu'elle perd légèrement l'équilibre sur un trottoir humide. Cette fois, elle ne retire pas ses doigts. Un passant les reconnaît. Une photo circule ensuite dans la presse. Mais contrairement au mois précédent, elle n'éprouve plus cette panique ancienne. Elle sourit même en découvrant l'image parce qu'au fond, le véritable bouleversement n'est pas qu'elle aime peut-être à nouveau. Le véritable bouleversement, c'est qu'après des années passées à survivre dans l'ombre du manque, Céline Dion ne demande enfin plus la permission d'être heureuse. Partie 8, avec le temps, le bruit autour d'elle finit par s'éloigner, comme toutes les tempêtes médiatiques qui paraissent immenses avant de disparaître dans l'oubli collectif. Mais ce qui reste pour Céline Dion est infiniment plus important que les titres ou les polémiques. Ce qui reste, ce sont ces moments minuscules qu'aucune caméra ne peut vraiment saisir. Une conversation tard dans la nuit lorsque la douleur l'empêche de dormir. Une main posée discrètement dans son dos lorsqu'elle vacille. Le silence partagé dans une cuisine éclairée seulement par la lumière du réfrigérateur ouvert quelques secondes trop longtemps. Les grandes renaissances ne ressemblent pas toujours à des victoires éclatantes. Parfois, elles prennent la forme d'une respiration plus calme après des années d'apnée. Elles continuent de lutter contre la maladie. Certains jours restent extrêmement difficiles. Le corps trahit encore ses élans. La scène lui manque autant qu'elle l'épuise. Il y a des matins où elle doute de tout, y compris d'elle-même. Mais désormais, au milieu de cette fragilité permanente, il existe à nouveau quelque chose qui ressemble à un futur, pas un futur parfait, pas une promesse de conte de fées, seulement la sensation qu'il reste encore des moments à vivre, des émotions à ressentir, des éclats de lumière capables de traverser même les périodes les plus sombres, et cela change tout. Un soir, alors qu'elle regarde de vieilles archives de concerts seule dans son salon, Céline Dion tombe sur une image de René filmée en coulisses. Il l'observe chanter depuis le bord de la scène avec ce regard calme qu'elle connaissait mieux que personne. Pendant quelques secondes, elle reste immobile. Puis quelque chose d'inattendu arrive.
Elle sourit, non pas avec cette tristesse douloureuse qui l'accompagnait depuis des années chaque fois qu'elle pensait à lui, mais avec une tendresse apaisée, comme si le souvenir avait enfin cessé d'être une blessure ouverte pour redevenir aussi une source de chaleur. Elle comprend alors une vérité simple que le deuil lui avait longtemps cachée. Aimer quelqu'un profondément ne signifie pas devoir arrêter de vivre lorsqu'il disparaît, parce qu'au fond, ce que cette histoire raconte dépasse largement la célébrité, les rumeurs ou même l'amour. Elle parle de cette peur silencieuse que beaucoup portent sans jamais l'avouer, la peur d'avancer après une perte immense, la peur que retrouver un peu de lumière signifie abandonner ceux qu'on a aimés. Mais le cœur humain ne fonctionne pas ainsi, il ne remplace pas, il agrandit l'espace de ses souvenirs pour laisser entrer autre chose sans effacer ce qui existait avant. Et peut-être que la plus grande victoire de Céline Dion n'est pas d'avoir retrouvé quelqu'un après 9 années de solitude intérieure. Peut-être que sa véritable victoire est plus discrète, plus humaine, plus bouleversante encore. Avoir compris qu'après avoir tout perdu, elle avait malgré tout encore le droit de ressentir de la joie. Car certaines personnes survivent au chagrin, d'autres apprennent lentement à revivre avec lui. Et parfois, dans le silence d'une vie reconstruite morceau par morceau, cela devient la forme la plus courageuse de l'amour.